à New York, la baisse est 85% des homicides. C'est une baisse sans précédent. Aux États-Unis, généralement, il y avait une baisse de 50%. Et je pense que cette incroyable croissance de sécurité publique est due de deux facteurs. Une révolution dans la philosophie et la pratique des policiers et aussi un changement assez grand dans la pratique de l'incarcération. Avant les années 90, on a pensé que les polices n'avaient aucune puissance contre le crime, que le crime à l'origine dans l'inégalité, dans la pauvreté, et la police peut seulement répondre après un crime s'est passé. Mais à l'année 94, nous avons eu à New York un nouveau maire qui s'appelle Rudolph Giuliani, et il a choisi comme son chef de police un homme qui s'appelle William Bratton. Et Bratton a fait quelque chose vraiment sans précédent. Elle a posé pour lui-même un bout numérique pour abaisser le crime. Et qu'est-ce que ça a voulu dire? Cette fait de dire que en mon premier an, je vais baisser le crime par 10%, veut dire que les polices peuvent avoir un effet sur le crime. Et il a vaincu, il a non seulement atteint son but, il a le surpassé. Au lieu d'un abaissement de 10 ans, il a abaissé le crime par 11%. L'année prochaine, un bout plus grand, 15%, et puis un abaissement de 16%. Il a fait ça avec 3 méthodes. Il a demandé l'information précise et très rapidement sur les faits des crimes. Il a imposé la responsabilité sur les chefs locaux des policiers qui sont maintenant appelés à le centre des policiers chaque semaine pour justifier ce qu'ils font, pour être le sujet d'un questionnement vraiment fort, vraiment sans concession. Sans merci, agressive, mais l'esprit de ces séances qui s'appelle CompStat
et un esprit fort de protection. La croyance que tous les gens de la ville de New York ont le droit de vivre sans peur. On ne dit plus que il y a les communautés qui sont comme ça et nous, les policiers, ne pouvons rien faire à les aider. En lieu, ces séances de constat sont animées par la croyance que le crime est une chose de plus haute importance et que nous allons lutter contre le fait. Et la troisième chose qui a transformé la question de sécurité publique au New York et aux États-Unis est la demande que les policiers aux roues, on dit cops on the beat en anglais. Oui. Les policiers de terrain, ceux qui sont policiers de terrain doivent intervenir en le comportement suspicieux. Oui, comportement suspect, oui. Suspect. Quand ils voient un comportement suspect. Et ne pas attendre qu'un crime se passe, mais d'essayer d'observer qu'est-ce que fait un suspect possible et d'intervenir. On fait quelques questions, on dit « Que faites-vous ici ?» Et aussi, ça s'appelle proactive policing, policing proactive, ne pas seulement réactif. Et un aspect de ce policing proactive est la connaissance que les délits qui ont, soi-disant, mineurs, sont en fait pas mineurs, mais majeurs, qu'ils ont une importance grave pour les gens qui habitent en les lieux criminels. Est une chose peut-être un peu étonnante. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en ces lieux, j'ai passé beaucoup de temps en les séances entre les policiers et les gens qui habitent en notre banlieue où le crime est le plus élevé. On appellerait ça des réunions de quartier. Quartier. On ne plaint quasi jamais « Oh, il y a trop de meurtres ici, il y a trop de coups de foudre ». En lieu, on se plaint du fait qu'il y a les jeunes qui sont au coin et ils luttent contre eux. Oui, ils se battent entre eux. Oui, il fait trop de bruit. Et nous sentons pas la sécurité de passer. Ils se sentent pas en sécurité, oui. Ces gens, ces bons gens qui eux-mêmes obéissent les lois, veulent que la police s'adresse à les choses mineures, parce que ces choses mineures envoient le message qu'il n'y a aucune autorité en ces voisinages. Ces lieux. Et ça qui nous
nous appelons la théorie des vitres brisées, broken windows, était aussi une grande, a joué un grand rôle en notre révolution du crime. Oui, et la tolérance zéro, on la donne trop d'importance. C'était une phrase qu'on employait de temps en temps, mais aussi M. Giuliani, je pense, l'a usé. Mais ce n'était jamais une vraie philosophie de policing. Mais on pense que cette phrase veut dire que les policiers n'ont aucune discrétion, qu'ils doivent répondre à chaque délit avec un arrêt et une arrestation et depuis avec une grande peine à prison. En fait, vraiment, il veut dire que les choses qu'avant, on a complètement ignorées, ont une importance. Et on doit, comme policier, répondre en qualsiasi manière. OK. Mais les vitres brisées, si on maintenir cette caricature de tolérance zéro, le policing de voitures brisées ne défend aux policiers leur discrétion. On peut, comme policier, si on veut quelqu'un qui boit l'alcool en public, qui est un délit, on ne doit pas le faire pour bonne raison, parce que si on est au coin aux 11 heures le matin, buvant, à 8 heures, 8 heures du soir. 8 heures, oui, on va être vraiment ivre et ça amène à en New York, les coups des armes, au moins, ou peut-être avec un couteau. So, on doit répondre. Ça, c'est une chose vraiment qui a sens. Mais au lieu de faire une arrestation, un policier qui suit cette philosophie peut, en lieu, simplement prendre la bouteille et jeter le contenu à la rue et dire, s'il vous plaît, ne pas le faire. Alors, la discrétion reste, mais encore une fois, la philosophie veut dire reconnaître la volonté énorme des gens d'avoir un sens de ordre en l'espace public. On craint toujours qu'il se dégrade et une cause de cette perception est que on s'est affaibli un peu avec la philosophie de vitres brisées parce que cette philosophie a été toujours le bout de critique et d'une guerre. Et maintenant, nous avons une maire très à gauche. C'est un miracle que jusqu'à récemment,
il a continué à supporter la philosophie de vitres brisées. Mais quand on prend compte de cette disposition politique, c'est quasi inévitable qu'on va perdre le terrain. Les statistiques disent que le crime reste très très bas, mais les signes visuels de désordre montent. Mais maintenant, ce qui s'est passé à New York est qu'un changement démographique aide avec la sécurité publique, parce que les lois qui avant étaient très très dangereux, maintenant les autres gens, nous avons amené les criminels en prison, et les autres gens maintenant fonctionnent comme les policiers. Ils eux-mêmes demandent le contrôle privé. Ça aide maintenant aussi les policiers. Oui. Aux États-Unis, il ne peut pas parler de la système de justice sans confronter notre question de race. Et malheureusement, c'est un fait que la majorité des criminels aux États-Unis et surtout en les villes sont noirs. Et parce que nous avons une histoire tellement troublée, tellement mal et hypocrite avec nos principes d'égalité et notre traitement des mâles, est difficile maintenant de parler honnêtement. Mais est vrai que quand les policiers agissent aveugles de couleur, on dit colorblind en anglais. Sans tenir compte de la couleur de peau. Ça n'a importance inévitablement, excusez-moi, inévitablement, ils auront un effet disproportionné Oui. aux Noirs. Oui. En prison, aujourd'hui, la proportion des Noirs est à peu près 36. Les Noirs sont 13% de la population aux États-Unis. Il y a une grande disproportion. Et on ne veut pas parler de ce fait. La presse est presque silencieuse de la problème quand il s'agit de la problème de la violence noire à noir, on dit, contre les Noirs. Et on a créé le mythe que le seul problème qui afflige les Noirs est la violence policière. C'est un grand mythe, c'est un mensonge. Mais maintenant, on est en train
de dissoudre en ville d'un côté des États-Unis à l'autre, les vérités que nous avons découvertes, parce qu'il n'y a aucune pratique en le système de justice qui n'a pas cet effet, on dit disparate impact. Disparate impact. Effet disproportionné. Effet disproportionné. Et un concept qui va détruire la sécurité publique aux États-Unis. Parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas agir sans avoir un effet disparate. Et ça n'est pas le résultat du racisme à la part des policiers. Ce n'est pas un effet de racisme au part des avocats publics, des public prosecutors. Ce n'est pas un effet de racisme en part des juges. C'est un effet des réalités de qui commet les offenses et qui sont les victimes. Les Noirs sont les perpétrateurs. Ils sont les agents, oui. Mais ils sont aussi les victimes. Les délinquants et les victimes. Et les victimes. Ils se meurent à une rate. Un taux si mal. Plus grand, plus 6 fois plus élevé. Plus élevé que l'autre, le reste de la population. Oui. Ça, c'est un problème. Vous voulez dire que le taux d'homicide dans la population noire est oui. 6 fois plus élevé oui. que dans la population, dans le reste de la population. Oui, oui, oui. Et que la plupart du temps, les criminels sont des oui, Noirs. Oui, oui, oui. Parce que les Noirs fait commettre l'homicide 8 fois le sang des autres. Alors, sans changer les conditions qui amènent à cette réalité, et moi je crois que la condition soprattutto, la condition primaire, la condition qui est le alpha et oméga du crime, et la dissolution de la famille. On a seulement une réponse qui est une réponse des policiers et du système de justice pour protéger les gens. On ne veut pas aussi parler de cette fête. Nous faisons homicide aux États-Unis à 7 fois per capita en comparaison oui. avec les pays développés. Mais quand on regarde seulement l'homicide avec les armes, avec les jeunes acteurs, oui. C'est une différence de 40 fois. Alors, oui. et la majorité des prisonniers sont en prison parce qu'ils ont commis ou un crime de violence ou un crime de propriété. Contre les biens. Contre les biens.
Et il faut aussi accumuler une histoire très longue pour être vraiment mandé aux prisons. Pour être mis en prison, oui. Pour être mis en prison. La majorité des criminels maintenant continuent à recevoir les alternatives. Les alternatives à la peine. Les alternatives ou une peine dans la communauté, Oui. ou une peine dans, il s'appelle jail, qui sont les maisons d'incarcération pour les durées assez courtes, moins d'un an. Oui, oui. En France, on appelle ça les maisons d'arrêt. OK, maison d'arrêt. Alors, si nous avons une incarcération de masse, et moi, j'oppose cette phrase, mais s'il existe, est un résultat direct de notre crime. Nous n'avons pas un problème d'incarcération. Nous avons encore quand même maintenant un problème avec le crime. Maison d'incarcération pour les durées assez courtes, moins d'un an. Oui, oui. En France, on appelle ça les maisons d'arrêt. OK, maison d'arrêt. Alors, si nous avons une incarcération de masse, et moi, j'oppose cette phrase, mais s'il existe, est un résultat direct de notre crime. Nous n'avons pas un problème d'incarcération. Nous avons encore quand même maintenant un problème avec le crime.